bonjour à tous. J'imagine que c'est la fin d'une jingle, donc je vais pouvoir prendre la parole pour annoncer cette jolie session qui s'annonce ce matin, 9h30, 11h. On va parler sérieux quand même, hein. On va pas trop rigoler ce matin, quoique, vous allez voir, ça va être une conférence tout à fait passionnante. Merci d'être là, donc présent avec nous, ça fait plaisir. Alors il y a encore quelques petites places devant, je vois que ça se bouscule là-bas au niveau de la porte d'entrée. Et puis vous nous suivez aussi, je crois, également en ligne. Merci à ceux qui nous ont rejoints de façon virtuelle, ça fait aussi plaisir pour avoir une belle conférence co-organisée donc par la Massif. On va parler de finance bleue. Vous allez vite comprendre de quoi il s'agit et surtout avec ce sous-titre « Faire de la finance bleue impact, l'allié des océans et des fonds marins ». Voilà, un vaste programme dont on va parler tous ensemble. Moi, je m'appelle Quentin Pommier, journaliste de profession. Je me présente un tout petit peu pour que vous compreniez un petit peu le personnage. Cofondateur de René Prod, qui est une toute jeune entreprise de production audiovisuelle et environnementale. Parce que nous, on traite l'environnement avec des moyens multimédia comme le podcast ou la vidéo. Et en ce moment, René Prod est très branché océan. Et je remercie également Convergence de m'avoir invité pour présenter cette session sur la finance bleue. La finance bleue. Moi, je sais pas vous, mais quand j'entends des expressions qui finissent par bleu, pour moi, c'est positif. À part quelques-unes peut-être. Je pense notamment à cordon bleu. Cordon bleu, excellent. Pour les enfants, on aime aussi celui qui prépare les cordons bleus, évidemment. Je pense au grand bleu. Très beau, le grand bleu, magnifique. Je pense aussi, et c'est ma fille qui me l'a soufflé hier soir, à ce rêve bleu. Eh ouais, c'est très Disney, mais c'est aussi très beau. Donc on a un petit peu, voilà, j'ai envie de dire que la finance bleue, c'est un petit peu un mélange de ces trois choses. Ça veut dire qu'on est sur la gourmandise, on est sur une plongée dans l'inconnu, attention. Et puis il y a un peu de ferré aussi quand même. Hein. Bleu parce qu'effectivement, on va parler de l'océan. Et en ce moment, l'océan, on va pas se le cacher, c'est pas la grande forme. Le niveau des océans augmente, vous le savez tous, les eaux se réchauffent également, il y a beaucoup d'écosystèmes marins qui sont menacés, et pour tout ça, il faut se bouger. Finance, parce qu'évidemment, on va parler des moyens de financer des projets vertueux qui vont pouvoir protéger l'océan. Et ça, c'est extrêmement important pour tout le monde, et c'est vrai, ça va être vraiment le cœur du sujet dont on va parler aujourd'hui. Quand on parle évidemment des projets, on parle de projets avec 3-4 syllabes. Décarbonisation, régénération océanique, c'est extrêmement long à dire, mais c'est super intéressant. J'ai quoi d'autre ? Biotechnologie, pêche durable, plus court, écotourisme, on en sort. Et pour répondre à ces projets, effectivement, le secteur financier s'y met et ils sont de plus en plus nombreux effectivement, à tenter de couvrir cette grande thématique pour encore une fois préserver l'environnement, la planète et les océans. Voilà, ça c'était pour ma petite définition à moi de la finance bleue. Peut-être qu'il va être un petit peu contrarié, précisé, détaillé par nos interlocuteurs. Ça vous avez mis en carte blanche pour tout ça. Je vous les présente rapidement, nos interlocuteurs qui vont prendre la parole les uns après les autres. Moi, je serai un petit peu là aussi, évidemment, pour poser des questions. Puis il y aura vous aussi après, bien sûr. Tout à fait partant pour poser un petit peu tout ce que vous voulez comme question. Sabine Castellan-Poquet, bonjour Sabine. Alors Sabine, elle est directrice des investissements à la Massif. Alors la Massif, assureur mutualiste, qui veut aussi assurer quand il s'agit de préserver l'océan. Bonjour Sabine, on reparle tout à l'heure. Juste après, on a Christian Lim, à votre droite. Bonjour Christian, vous allez bien ? Bonjour Quentin. Alors, directeur de gestion chez Swen Blue Ocean, c'est un fonds de capital investissement pour des innovations dans la régénération océanique. Et Christian va nous plonger, vous le verrez tout à l'heure, littéralement dans son univers, hein, vraiment, au sens propre comme au sens figuré, parce que je crois que Christian fait de la plongée, même de l'apnée. Donc on va retenir notre respiration quand vous allez parler. Jérôme Bellin, bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors, directeur général et cofondateur de Removal, alors spécialisé dans le développement et l'investissement dans les projets de séquestration de carbone et de protection des écosystèmes. Un secteur qui est en plein boom. Et on va le voir avec vous tout à l'heure, Jérôme. Exactement. Ça va être passionnant. Et Anaïs Després, qui est à ma gauche, responsable mobilisation et communication à la plateforme Océan Climat. On va parler de la
POC. Entre nous, ça va être notre petit mot, la POC, Plateforme Océan Climat, qui est tout simplement en fait une alliance, une coalition d'acteurs liés à l'océan, que ce soit des chercheurs, des centres, instituts, des fondations également. Le secteur privé est aussi présent dans cette plateforme. Et tout ça effectivement pour mettre en valeur la thématique de l'océan côté politique et aussi côté grand public. Et c'est extrêmement intéressant. Et Anaïs, si vous me le permettez, j'aimerais bien que vous soyez un petit peu, pour cette session, la porte-parole de l'océan, notre vigie un petit peu à tous, et qu'on va pouvoir essayer d'aller chercher un petit peu les détails factuels aussi, qui sont importants et scientifiques pour que notre débat fonctionne de la meilleure des façons. Ça vous va ? Je ferai de mon mieux. Ah bah c'est cool. Première question, elle est pour vous Anaïs, évidemment. Vous allez voir, elle va être extrêmement large, mais c'est important, je pense, qu'on dresse le constat. Anaïs, comment va l'océan aujourd'hui ? Alors, l'océan n'est pas en très grande forme, pour ne rien vous cacher, mais l'océan, c'est quand même le plus grand réservoir de biodiversité sur Terre, et c'est 2/3 de la surface de notre planète. Donc même s'il ne va pas très bien, il s'y passe des tas de choses, des tas de très belles choses, et notamment à la plateforme Océan et Climat, on travaille sur la diffusion de ce rôle de l'océan, que ce soit pour la biodiversité, le climat, mais aussi pour nous, les sociétés humaines. Donc si vous me le permettez, je fais une petite contextualisation du rôle de cet océan. Donc comme je le disais, l'océan c'est 71% de la surface de la planète. C'est le plus grand réservoir de biodiversité sur Terre, donc on y observe une biodiversité qui est juste complètement folle, et encore des millions d'espèces qu'on n'a pas encore découvert, de la plus grosse espèce, donc la baleine, jusqu'au monde microbien qu'on commence tout seulement à découvrir. L'océan, nous on travaille spécifiquement là-dessus, c'est aussi le plus grand régulateur du climat sur Terre. Donc c'est quelque chose qui est assez peu connu, mais l'océan, il a absorbé 93% de la chaleur due aux activités humaines depuis la révolution industrielle. Donc sans océan, on ne pourrait pas vivre sur la surface de la Terre, en fait, on serait juste carbonisé. Donc qu'est-ce qu'il fait cet océan ? Il capte la chaleur et via les courants marins, il la redistribue aux 4 coins du globe. Donc un rôle très très important face notamment au réchauffement climatique. L'océan, c'est aussi avec les forêts, la plus grande pompe à carbone qu'on a sur Terre. Donc il y a 2 processus. Un processus physique. Au contact de l'eau, en fait, le CO2 se dissout dans l'eau. Et au gré des courants marins, ce CO2, il est transporté dans l'océan et notamment dans les fonds. Et puis il y a un autre phénomène de pompe à carbone qui est celui du biologique. Mais Jérôme en parlera, je pense, mieux que moi. Via le phytoplancton, notamment, via la photosynthèse, on absorbe du CO2, on relâche de l'oxygène. Et il y a aussi tout un tas d'écosystèmes qu'on appelle notamment de carbone bleu qui ont ce rôle de captation de CO2. Donc l'océan, c'est en fait un peu le temporisateur du changement climatique. On parle beaucoup des forêts, mais il a un rôle qui est vraiment fondamental. Comme je le disais, il produit aussi de l'oxygène, donc à peu près 50% de l'oxygène disponible sur Terre, c'est l'océan. Et c'est aussi une source de nourriture, d'alimentation qui est fondamentale pour près de 3 milliards d'individus sur cette planète. Donc voilà, je veux dire, c'est important pour les humains et c'est aussi une source d'emploi. On dit souvent que l'océan, ça serait, s'il devait avoir un PIB, ça serait le 7e PIB mondial. Et enfin, l'océan, je pense qu'on a tous ce rapport un peu sensible à lui. C'est une source de bien-être qui est fondamentale. J'étais personnellement au bord de la Méditerranée cet été et c'est quand même incroyable de voir tous ces êtres humains qui sont tellement contents d'être là, tellement détendus au contact de l'eau. Et c'est aussi important pour de nombreuses cultures. L'océan est au centre de nombreuses cultures, et notamment de cultures insulaires. Donc très important de le protéger. Alors c'est quand même incroyable de voir effectivement que l'océan est prépondérant dans nos vies, à différents niveaux, et en même temps, c'est nous, humains, qui le menaçons le plus. Oui, tout à fait. C'est vrai que le rapport du GIEC parle des impacts du changement climatique combinés avec ceux des activités humaines. Donc on parle en fait d'impacts combinés, et ces impacts combinés, ils ont un impact très important sur les écosystèmes marins. Donc, comme je le disais, la première menace pour l'océan, c'est les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qui va avoir le plus d'impact sur lui, parce que les gaz à effet de serre créent du réchauffement, que le réchauffement de l'atmosphère crée un réchauffement dans l'eau, que le réchauffement dans l'eau impacte des écosystèmes qui n'ont pas le temps de s'adapter car les changements sont trop rapides, et que ce réchauffement, ça peut décimer certaines espèces, comme les récifs coralliens
coralliens qui sont fixes, ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas migrer pour essayer de s'adapter. Et les récifs coralliens ont un rôle fondamental pour l'adaptation au changement climatique et pour les pêcheries. Un autre phénomène issu de l'excès de CO2 dans l'atmosphère, c'est le phénomène d'acidification. Donc plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il y a de CO2 dans l'océan, et plus il y a de CO2 dans l'océan, plus le pH est modifié. Et du coup, l'acidification augmente de manière significative, et ça empêche en fait le bon développement de tout un tas d'espèces qui ont des structures, notamment faites en calcaire. Donc ça a aussi des impacts sur la conchyliculture, sur tout un tas d'activités économiques. Et le réchauffement, ça a deux autres impacts majeurs, celui de la désoxygénation. Donc en fait, l'oxygène se produit moins bien dans une eau plus chaude, et celui dont on entend quand même de plus en plus parler, de l'élévation du niveau de la mer. Tout simplement parce que l'eau chaude se dilate et prend plus d'espace. C'est comme quand on fait bouillir de l'eau dans une casserole, tout simplement. Ça prend plus de volume. Et parce que en fait, le réchauffement entraîne la fonte des glaces terrestres qui, du coup, viennent ajouter du volume d'eau dans l'océan. Donc tout ça, c'est directement issu des activités humaines. Et après, il y a les activités directes, on va dire. Par exemple, la surpêche, toutes les questions d'artificialisation du littoral, où pour bétoniser une côte, on va détruire des écosystèmes côtiers qui sont très importants. Mais voilà, c'est vrai que sur les écosystèmes marins, la surexploitation de la pêche, c'est quand même la principale menace. Mais du coup, voilà, malheureusement, l'océan, il a quand même beaucoup à gérer. C'est pas évident. On a l'impression qu'il est infini, qu'il sera toujours là. Il sera toujours là. A priori, il va pas s'évaporer. Mais ses fonctions sont largement altérées par ces effets combinés. Et on a encore du mal à mesurer jusqu'à quand l'océan pourra continuer de nous aider comme il le fait, que ce soit pour le CO2, la chaleur ou tous les autres services qu'il rend aux écosystèmes et aux populations humaines. En tout cas, on n'est pas très optimiste sur l'avenir de l'océan, malheureusement, si on continue comme ça. Je ne sais pas si à la plateforme Océan Climat, on en parle, on fait des prévisions peut-être. Juste pour vraiment finir de dresser le constat, on va vers quoi là, par rapport à l'océan ? Alors, c'est difficile de vraiment mesurer très précisément. Déjà, les sciences liées à l'océan, elles sont relativement récentes. Ça date d'il y a 150 ans qu'on a vraiment commencé à lancer les premières expéditions et à s'intéresser à ce qui passait dessous. Il y a encore des tas d'angles morts, donc il y a des tas de choses qu'on ne sait pas, parce que ça reste un milieu relativement inaccessible quand même. La fosse des Mariannes, c'est 11 000 mètres de profondeur. Il y a peu de gens qui y sont allés jusque-là. Il faut quand même des prouesses techniques importantes pour pouvoir aller voir ce qui s'y passe. Donc il y a des tas de choses qui manquent encore dans notre compréhension pour pouvoir vraiment anticiper. Mais par contre, ce qui est certain, le GIEC s'intéresse de plus en plus à ces questions-là. Il en parle dans ses rapports. C'est que les changements que l'océan est en train d'expérimenter sont inédits depuis des millénaires. Et c'est directement lié aux activités humaines. Donc oui, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Après, ce qu'on remarque aussi, pour donner un petit peu d'optimisme dans tout ça, il y a certains écosystèmes qui font preuve d'une grande résilience. On découvre aujourd'hui des espèces de coraux qui réussissent à mieux s'adapter que d'autres. Donc, on comprend de mieux en mieux ces dynamiques. Il y a des espèces qui sont capables de migrer, des espèces qui sont capables de s'adapter à une vitesse qui est folle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire des ours polaires qui commencent à brunir pour s'adapter à la fonte des glaces, mais en fait le vivant est juste incroyable. La question c'est, dans tout ça, tous les êtres vivants ne pourront pas s'adapter à la même vitesse, et se priver d'une espèce fondatrice, par exemple, quels vont être les effets sur les autres écosystèmes ? Alors de l'optimisme, effectivement, vous en parliez. Sabine Castellan-Poquet de la Massif. Est-ce qu'on peut être optimiste par rapport à l'océan ? Est-ce que la Massif est optimiste dans son fonctionnement, dans son action en tout cas, pour préserver l'océan ? Je pense qu'il faut être optimiste pour s'engager dans l'action. Donc oui, je pense qu'on essaye tous à notre niveau de faire des choses pour effectivement sensibiliser nos sociétaires, pour agir à leur côté, et puis pour investir, on en parlera aussi. Et puis la Massif et l'océan, c'est une vraie vieille et longue histoire. Dès 72, on a commencé à assurer les plaisanciers. On a créé en 87 un Massif centre de voile qui accompagne plus de 2000 plaisanciers. On est partenaire aussi de la SNSM. Et puis la Massif et la voile, vous avez tous en tête le skipper Massif et la course du Figaro, François Gabard et ses courses. Et puis maintenant, c'est Monsieur Dalin et puis les IMOCA. Donc oui, effectivement, c'est une vieille et longue histoire.
Quel est le lien concrètement? Alors, on va essayer de rappeler un petit peu votre métier. C'est quoi votre fonction exacte à la Massif et en quoi c'est en lien avec l'océan? Alors, donc moi, je m'occupe des investissements. Donc les investissements, en fait, c'est soit en épargne, enfin l'argent que nous confient nos sociétaires, voilà, pour leur épargne de précaution, pour préparer leur retraite. Soit c'est dans les compagnies d'assurance auto-habitation. C'est on fait placer l'argent, on place l'argent en attendant de régler les sinistres le moment venu. Donc c'est voilà un rôle important de sécurisation et de rendement de l'épargne. Mais on essaie aussi d'avoir un impact, d'être utile, voilà, et de prendre en compte pas seulement les aspects financiers, donc le rendement, le risque, qui sont très très classiques, mais aussi les critères ESG. Donc E, c'est l'environnement, et l'océan, le climat, la biodiversité en font partie. Le S, c'est aussi important. Donc c'est le social, le sociétal, et la gouvernance, et effectivement comment les entreprises sont gérées. Donc on essaie de prendre en compte ces trois critères dans nos investissements, parce qu'on est convaincu que ça peut avoir de l'impact positif, ça peut permettre de réduire les risques aussi, parce que c'est dans le cadre de la gestion d'un portefeuille un point important. Et donc l'océan, vous avez, on peut le dire quasiment, enfin la Massif en tout cas, et les investissements que vous faites par rapport à ça, les pieds dans l'eau. Est-ce que vous avez un exemple d'investissement réalisé effectivement dans la préservation de l'océan ? Alors, Christian en parlera. Hein, effectivement, on a à la Massif été un des sponsors et un soutien très fort dans le projet de création du fonds Swen Blue Ocean, donc qui investit sur le thème de l'océan. On a aussi un... Alors juste ce que vous voyez effectivement derrière nous, c'est pas du tout les bonnes slides, c'est pas encore le bon intervenant. Mais pas de souci, on fera ça tout à l'heure tranquillement. Si on peut revenir sur la slide principale, voilà, elle est magnifique. Nous sommes magnifiques en fait, oui, effectivement. Oui, donc il y a l'exemple de Swen, mais il y a aussi donc tout le reste du portefeuille. On a forcément un portefeuille diversifié, et c'est là aussi qu'on a essayé de travailler ce sujet, parce que pas toutes les entreprises ont un lien avec l'océan, mais voilà. Alors, allons-y, rentrons dans ce portefeuille. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce portefeuille ? Alors, on a voulu, donc sur le thème de l'océan, dialoguer avec les entreprises. On a une très forte conviction, c'est qu'il faut dialoguer avec les entreprises plutôt que les exclure. Alors, on a quelques exclusions, le charbon, les énergies fossiles non conventionnelles, par exemple, et conventionnelles avec un calendrier, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le dialogue. Donc, on a choisi comme thème de dialogue avec les entreprises la lutte contre les plastiques par rapport à l'océan. Et donc, on a sélectionné dans le portefeuille les entreprises sur lesquelles il y avait plus d'enjeux. Ça peut être le textile, la grande distribution, le secteur automobile, pour en citer que quelques-uns. Donc, on a identifié une vingtaine d'entreprises. On a élaboré un questionnaire avec Softrider pour avoir effectivement une caution une expertise scientifique Juste un petit mot sur Softrider Foundation Europe. Alors Softrider, c'est une ONG qu'on accompagne depuis quelques temps, effectivement, qui est aussi très liée avec l'océan, et qu'on accompagne notamment sur le sujet de la cartographie des plastiques avec le programme Plastique Origine, et puis aussi un projet sur effectivement la problématique des transports maritimes et de la pollution que ça engendre, et l'impact que ça a sur les océans. Donc on a un partenariat avec eux, et dans nos contrats aussi d'assurance sur l'épargne solidaire, il y a la possibilité pour nos sociétaires de contribuer et d'aider cette ONG. Et donc on a du fait de ces liens construit le questionnaire avec eux, qu'on a envoyé ensuite à ces entreprises. Qu'est-ce qu'il y avait comme question exactement dans ce questionnaire? Qu'est-ce qu'on pouvait lire ? En fait, ce qu'on recherche à identifier, c'est les bonnes pratiques, ce qui est mis en place par les entreprises justement pour lutter contre cette pollution plastique, en fait. Donc c'est un peu un inventaire des bonnes pratiques qui se font dans l'entreprise, et des éléments aussi qui pourraient changer pour aller dans le bon sens. En fait, notre idée, c'est effectivement de mettre en avant, de diffuser les bonnes pratiques, en fait. Et ça, je peux vous en dire un peu plus si vous voulez. Et là, contrairement à ce qu'on verra tout à l'heure avec Christian, on va toucher plutôt les grosses entreprises. On finance, avec Swen, on finance plutôt des petites entreprises. Christian en parlera. Là, on touche plutôt des grosses entreprises, et on a identifié quelques bonnes pratiques. Et je prendrai un exemple. C'est un grand groupe. Est-ce qu'on peut avoir des noms ? Oui, voilà. des noms. Le public veut des noms.
Alors, c'est Unilever, donc vous voyez, on est vraiment dans le domaine de la grande entreprise, donc qui a mis en place un certain nombre d'indicateurs, d'avoir 100% en 2025 de ces produits soit recyclables, réutilisables ou compostables, d'utiliser 25% de plastique recyclé dans ces produits et de collecter plus de plastique qu'ils n'en produit. Et donc ça, c'est des objectifs qui sont qui vont vraiment dans le bon sens, et ils ont été jusqu'au bout de la démarche parce que les dirigeants d'Unilever ont dans leur rémunération l'atteinte de ces objectifs. Et ça, c'est typiquement une bonne pratique qu'on a identifiée, c'est-à-dire qu'ils ont été jusqu'au bout de la logique de se fixer des objectifs. Donc concrètement, si je parviens, moi qui bosse chez Unilever, si je parviens à mes objectifs durables, je touche des sous. C'est ça l'idée ? Exactement. Et ça fonctionne ou pas ? Moi, c'est une bonne pratique, ça, ou pas ? C'est une bonne pratique, tout à fait. On est convaincu que ça fait partie des choses qui motivent tous les dirigeants, tous les collaborateurs à contribuer et à atteindre cet objectif. Mais aujourd'hui, on parle bien d'objectifs. Est-ce que concrètement, sur le terrain, vous avez une vision sur ce qu'ils font vraiment ? Parce qu'effectivement, nous aussi, on peut dire demain, tiens, je vais baisser de 50% ma consommation de plastique. Qui me dit que c'est fait ? C'est pour ça que je pense que le fait que cet objectif soit dans la rémunération des dirigeants, je pense qu'ils vont tout mettre en place pour atteindre l'objectif. Et puis après, alors c'est du temps long, c'est pas un dialogue qu'on fait juste en un mois, hein. Ça se dure quelque chose comme 3 ans. C'est pas un échange qu'on a avec les entreprises. On va regarder un petit peu effectivement dans le temps comment ça se passe, parce qu'effectivement pour vérifier que c'est pas juste des bonnes intentions et des déclarations qui sont pas suivies des faits. C'est un questionnaire par client. Est-ce qu'il y a des clients qui ne répondent pas ? Alors, dans les entreprises, effectivement, il y a des entreprises qui répondent pas. Alors, on les relance. Des noms. Alors ça, non, je peux pas vous les donner. Mais effectivement, toutes les entreprises n'ont encore, pour l'instant, pas répondu. Donc, soit notre courrier n'est pas arrivé au bon endroit, soit ils n'ont pas grand-chose à nous dire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bonne pratique ? Qu'est-ce que les entreprises font bien ? Alors après, il y a plusieurs, finalement, vis-à-vis du plastique, plusieurs choses. On peut effectivement essayer de supprimer le plastique. Alors je prendrais Kering, qui a pour objectif effectivement de supprimer d'ici 2025 tous les plastiques à usage unique. Donc ça, c'est clair et net et c'est précis. Ça peut être la recyclabilité. Là, je prendrais un autre exemple, c'est Coca-Cola, qui a 98% de ce qu'il produit qui est recyclable. Donc ils sont pas loin des 100% qui sont sur leurs objectifs. Et puis après, c'est tout ce qui est recyclable. Là, je prendrai un autre exemple, c'est Michelin, qui a entre 25 et 30% dans ses produits, dans ses pneus, de plastique recyclé, de matériaux recyclables. Voilà. Très bien, ça c'est vraiment extrêmement concret. Oui. Est-ce que je vous laisse faire, Sabine, la transition avec Christian ? Parce que en fait, vous vous connaissez très bien tous les deux. Alors Christian, est-ce que vous pouvez le présenter ? Et puis ensuite, on va parler effectivement de votre... Je peux poser une question ? Oh oui, bien sûr, volontiers. Bien sûr. C'est juste pour... Donc ça, c'est vraiment une première étape qui est fondamentale, hein, c'est cette transparence et puis des objectifs concrets engagés de la part des sociétés. Mais après, est-ce que vous avez prévu les situations où il y a ceux qui répondent pas, puis il y a ceux qui vont pas atteindre leurs objectifs. Est-ce que vous, du côté de Massif ou du côté de la communauté des investisseurs institutionnels, il y a des mesures prévues comme peut-être communiquer sur ces échecs en termes d'atteinte d'objectifs, ou même des sanctions, ou même des impacts sur les investissements que ferait la communauté financière? Alors, on a prévu de faire un bilan en fait, de ce dialogue avec les entreprises à l'issue des 3 ans. Et ce qu'on souhaitait plutôt, c'est de mettre en avant les bonnes pratiques pour qu'elles se diffusent. C'est ça le premier angle. Après, effectivement, on a la possibilité, mais ça c'est l'extrait limite de l'autre côté de l'échelle, c'est qu'effectivement, on peut exclure une entreprise si on estime que effectivement, c'est vraiment dangereux et c'est pas des bonnes pratiques qui sont mises en place. Mais c'est vraiment la dernière limite, parce que je considère qu'une fois qu'on exclut l'entreprise, on n'est plus investisseur, on n'est plus non plus légitime pour dialoguer avec eux, et finalement c'est un peu comme jeter l'éponge, et je suis pas sûr que ça soit la bonne stratégie non plus. Donc faut trouver le bon équilibre, et puis on cherche surtout, je dirais, à mettre en avant les bonnes pratiques. J'ai une question aussi à poser à Anaïs Després, qui a bien entendu évidemment ce qui s'est passé. Les grands groupes s'y mettent, on tente de réduire son plastique, et c'est très très bien. Est-ce que c'est vraiment bien ? Est-ce que c'est vraiment significatif ? Oui, alors sur la question du plastique, je suis un petit peu moins calée parce qu'on travaille pas beaucoup dessus à la plateforme Océan et Climat, mais non, c'est indéniable qu'aujourd'hui on a quand même une mobilisation du secteur privé, des initiatives qui est de plus en plus important. Le GIEC mentionne même dans le dernier rapport qu'il a publié là il y a quelques mois que
c'est observable de manière scientifique que un début de changement systémique est à l'œuvre. Sauf que c'est pas encore suffisant, mais en tout cas, on peut attester du fait qu'il y a du mouvement, qu'il y a des industries qui se décarbonent, que les innovations technologiques, elles nous permettent d'avancer, et qu'il y a quand même un changement progressif dans les pratiques, que ce soit au niveau du secteur économique ou des individus. C'est récent ce changement? C'est quoi? C'est il y a 3-4 ans? Il y a 10 ans déjà? Alors, j'avoue que je ne saurais pas dire vraiment les chiffres. En tout cas, c'est observable à une échelle suffisamment importante pour que ce soit dit dans un rapport du GIEC. Donc, parce que Sabine, effectivement, vos projets, votre questionnaire, il est assez récent. Ça fait très peu de temps qu'on se soucie finalement un petit peu de l'océan. C'est vrai que les sujets climatiques, le carbone, les énergies fossiles, c'est un peu plus ancien. Maintenant, effectivement, il y a l'océan, mais c'est vrai, on le voit, la table ronde d'aujourd'hui est le signe. Voilà, c'est un sujet qui monte, et de la même manière que la biodiversité. Il y a une prise de conscience, en tout cas, voilà, plus récente, on va dire. Et donc, il faut mettre en place tous les outils, tous les investissements, tous les indicateurs pour le prendre en compte le mieux possible. Et dans cette même montée, voilà Christian Lim qui arrive. Effectivement, c'est tout récent aussi. Christian Lim, donc vous, comment vous êtes donc de Swain Blue Ocean? Est-ce qu'on peut définir, Christian, simplement, c'est quoi Swain Blue Ocean? D'accord. Alors Swain, déjà, c'est un gestionnaire d'actifs qui investit dans des fonds principalement, mais aussi à des stratégies d'investissement direct, donc qui gère elle-même des fonds qui investissent dans les entreprises, et qui gère à peu près 7 milliards d'euros. Et a été fondé il y a plus de 10 ans avec vraiment un focus déjà exclusif sur l'ESG à l'époque, et maintenant l'impact de plus en plus, donc qui est pionnier dans son domaine. Et moi, au sein de Swain, je co-gère un fonds qui s'appelle Blue Ocean, qui est un fonds de venture capital, donc capital risque. Attention les gros mots, ouais. Tout à fait, non, je traduis les gros mots en gros mots français. Donc ça veut dire qu'on investit dans des startups, des jeunes sociétés qui développent des innovations pour la régénération de la santé de l'océan. Donc on a un fonds d'un peu plus d'une centaine de millions d'euros aujourd'hui. On est encore en train de grandir, et on a été lancé l'année dernière en septembre au congrès mondial de la conservation de la IUCN à Marseille. On a lancé ce fonds en partenariat scientifique avec Ifremer. Donc qui est l'institut de référence de recherche français sur la mer, et avec le soutien d'investisseurs engagés comme la Massif. Et on a investi dans cette société aujourd'hui, une 8e bientôt, portant des solutions dans 3 grands domaines en fait, qui correspondent aux 3 grandes menaces pesant sur l'océan. Donc les solutions à la surpêche. Je vous donne un exemple. On a investi par exemple dans des solutions d'aquaculture de précision pour réduire la pollution de l'aquaculture, qui est une des grandes sources de pollution de l'océan, et qui en fait l'aquaculture est une alternative à la pêche. Voilà. Mais il faut résoudre les problématiques de l'aquaculture. Donc c'est pour ça qu'on considère ça comme une solution à la surpêche. Et deuxièmement, on a investi dans des solutions à la pollution plastique. Donc par exemple une société qui s'appelle 900 Care qui permet de consommer son dentifrice ou son savon, mais en format dans un emballage réutilisable, qu'il soit à usage unique. Et puis des solutions au changement climatique, mais basées sur les océans. Et donc, par exemple, on a investi dans une société qui s'appelle Blue Nav, et qui permet d'électrifier les navires avec une approche d'hybridation pour que ça se fasse rapidement, et non pas dans 20 ans quand l'électrification à 100% sera totalement prête. Mais c'est vous qui décidez les projets sur lesquels il faut investir? Vous avez une expertise, vous, quasi scientifique, de dire tiens, ça c'est un super projet, on va mettre des ronds dessus? Alors, l'expertise, elle doit être multiple. Elle doit être celle d'un investisseur qui doit aussi générer des retours. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que nous, notre objectif, c'est de réaliser à la fois un impact systémique, et je suis très content que tu mentionnes ce mot, parce qu'en fait, ce qui se cache derrière tout ce qu'on dit, et l'amplitude des enjeux, c'est qu'en fait, on est sur des enjeux systémiques, et donc on doit trouver des solutions systémiques. Donc on investit pour essayer d'avoir un impact systémique, et on pourra revenir dessus parce que c'est quand même un sujet important. Et aussi, on peut générer des retours de marché compétitifs, parce que on pense que aujourd'hui, on est
un fonds. On n'est pas encore pas très grand. Et puis, mais c'est une approche qu'on pense devrait se généraliser. On devrait pouvoir investir une grosse partie des flux financiers dans ce genre de solutions. Donc, il faut pour cela être très profitable pour pouvoir attirer plus de capitaux. Donc, on a besoin d'une double expertise. Nous, on apporte au sein de l'équipe. On a développé, alors on a une expertise d'investisseurs, dans l'équipe, on est tous des investisseurs aguerris, je pense. On a une expertise aussi océan et impact océan qu'on a développé. Enfin voilà, on vit et respire tout ce que tu as mentionné, Anaïs, tous les jours. Et tous les jours, on se pose la question, est-ce que la société va vraiment avoir un impact sur l'océan? Et c'est très complexe comme question. Mais évidemment, vu la complexité des choses, on ne peut pas répondre tout seul. Donc on fait appel, déjà on a une équipe ESG Impact dédiée à Swen, donc c'est pas si courant que ça. Les sociétés d'investissement n'ont pas toujours une société de ESG et d'impact dédiée. Et nous, on a la chance d'avoir cette ressource. On a aussi des advisors, des conseillers de très haut niveau, qui nous accompagnent. On a, par exemple, on a Laurent Auguste, qui était un ancien membre du comité exécutif de Veolia, qui est sur tous les sujets d'économie circulaire. On a aussi des experts océans qui nous accompagnent avec un comité d'impact dédié, avec par exemple Brad Hack, qui est l'ancien vice-président du World Wildlife Fund aux USA en charge des océans, qui fait partie de ce comité et qui émet son opinion sur nos investissements, sur l'impact de nos investissements. Et puis on a l'accompagnement de tout un écosystème, dont Ifremer aussi. Donc voilà, il faut faire appel à pas mal de ressources pour essayer de répondre au mieux à cette question simple au début, c'est est-ce que cette société va avoir un impact systémique et est-ce qu'elle va générer aussi des retours sur investissement compétitif. En tant qu'investisseur, vous, en tant que financeur, c'est un peu nouveau cette nouvelle donnée de prendre en compte l'environnement et en l'occurrence l'océan. C'est nouveau dans votre façon de travailler, de prendre en compte une variable? Alors, pour nous, c'est... nous, on a fait ça depuis qu'on a lancé ces stratégies. En fait, ça fait 4 ans, et puis c'est avec en rejoignant Swen et avec l'appui de la Massif qu'on a pu passer à l'échelle supérieure. Nous, ça fait 4 ans, donc on a conçu notre projet comme cela. Donc c'est pas nouveau, c'est au cœur de notre projet et ça a toujours été comme ça. Par contre, prendre en compte l'environnement, en fait, on parle pas de prendre en compte, c'est pas un add-on, quelque chose qu'on rajoute à une stratégie d'investissement, c'est vraiment au cœur de la stratégie d'investissement. Ça, c'est assez nouveau dans le domaine financier, simplement. De construire une stratégie pour avoir un impact positif sur l'océan. Quand même, le premier levier, c'est ce que ça va vous rapporter. C'est ce que va rapporter le fonds. Après, il y a l'océan. Mais en un, c'est quand même, si jamais un projet n'est pas, selon vous, rentable, vous n'y allez pas. Même s'il peut être bon pour l'océan. Par contre, si un projet n'a pas d'impact positif et n'a pas d'impact systémique sur l'océan, on n'y va pas non plus. Donc pour nous, on voit vraiment ces deux objectifs comme complètement au même niveau. Et en fait, c'est un seul objectif. C'est intéressant. Parce que les deux, l'un dépend de l'autre. Dans notre approche, pour avoir un impact, en fait, l'impact positif. Il faut bien se rendre compte, on a parlé d'enjeux potentiellement, tu n'as pas donné le chiffre, mais selon certaines études, si on continue sur cette trajectoire, on va perdre 90% des récifs coralliens d'ici 2050, par exemple. C'est ça les enjeux dont on parle. Et on n'a pas le temps, on doit trouver des solutions à grande échelle dans les 5-10 prochaines années. Et donc, avoir un impact, ça ne veut pas dire avoir un impact positif localement maintenant, c'est avoir un impact potentiellement à très grande échelle au niveau planétaire. Et pour cela, il faut que les solutions soient en fait, dans notre stratégie, le moteur de cette mise à l'échelle, c'est la profitabilité. C'est ce qui permettra en fait à ces solutions d'être alimentées par les flux financiers massifs des marchés financiers et qu'on ait une croissance à la Google, à la Facebook, sauf que ce sera pour la santé de l'océan. Donc les deux sont complètement imbriqués, inséparables. Est-ce qu'on peut s'arrêter, Christian, sur un exemple d'investissement que vous avez fait au sujet des saumons, qui est un exemple assez remarquable, je trouve. Vous pouvez nous en parler un tout petit peu ? Oui, alors c'est notre premier investissement, donc c'est vrai qu'il compte beaucoup pour nous. C'est une société qui s'appelle Optoscale et qui est norvégienne, qui est de la région de Trondheim, une région du milieu de la Norvège où il y a des très beaux fjords et qui est un des cœurs de l'élevage du saumon en Norvège.
Alors, qu'est-ce qu'ils ils font en fait, ils ont développé des caméras sous-marines avec de la vision par ordinateur qui permet, alors juste en regardant les saumons, donc ces caméras sont plongées dans les cages d'élevage de saumons. Alors il faut imaginer des cages immenses, hein, ça fait 30-40 mètres de diamètre, il y a 200 000 saumons dedans, et les caméras regardent les saumons et donnent le poids des saumons en temps réel, avec une grande précision. Et ça, avant, ça n'existait pas. Et ça n'existe pas, c'est depuis 2 ans que c'est vendu commercialement, donc c'est vraiment très très récent. Bon, quel intérêt de peser des saumons, à part pour nos sushis ou autres, franchement? Alors, je vous ai dit qu'en fait, l'aquaculture est potentiellement une solution à la surpêche, et on le conçoit. Hein, au lieu de pêcher les poissons de l'océan, on va les élever. C'est mieux que de les tuer dans le milieu sauvage. Par contre, l'aquaculture, en fait, et puis l'aquaculture, concrètement, aujourd'hui, est déjà en train de remplacer la pêche, hein, puisque depuis une dizaine d'années, vingtaine d'années, la majorité du poisson qu'on consomme vient de l'aquaculture, et ça grandit très très vite. Donc ça, c'est très positif, sauf que l'aquaculture, en fait, pose elle-même des menaces sur la santé de l'océan. Il y en a 2 principales. La première, c'est la pollution, notamment par les excédents d'aliments. Et puis aussi la composition des aliments pour les poissons. Je ne sais pas si vous le savez, mais les poissons, les saumons qu'on mange sont nourris en partie avec du poisson sauvage. Et donc ça contribue à la surpêche. Donc du coup, c'est plus tellement une solution. Et donc maîtriser l'alimentation, c'est absolument crucial, puisque c'est ce qui permet de réduire la consommation de poissons sauvages et puis de la pollution de l'océan. Et Autoscale, ce qu'ils font, c'est que, et pour maîtriser l'alimentation, on a besoin de connaître le poids des poissons. Sinon, on ne sait pas combien d'aliments il faut donner. Et donc, pour la première fois, Autoscale permet de faire cela. Et auparavant, l'élevage d'un poisson, c'est 2 ans, 1 an et demi à 2 ans dans une cage. Et il faut imaginer, on ne peut pas sortir tous les poissons pour les peser comme on pèse des vaches ou des chèvres dans un troupeau. Donc, c'était juste pas possible jusqu'à cette technologie. Merci beaucoup. J'ai une question avant de passer la parole à Jérôme Bella. J'ai une question à Anaïs Després. L'océan, il est content qu'on arrête de le surpêcher? Il en pense quoi, l'océan? L'océan, il pense qu'il faudrait arrêter de surpêcher un peu plus rapidement. Aujourd'hui, 34% des stocks de poissons sont surpêchés. 34%? C'est pas mal. Après, on a quand même des exemples de success story de certains poissons pour lesquels, grâce à des réglementations, à des pratiques de pêche plus durables, on a les stocks qui reviennent. Comme je le disais, l'océan, il y a quand même un tas d'espèces qui ont une résilience qui est assez folle. Je pense que vous avez tous vu ces images pendant que nous étions gentiment confinés à Paris et ailleurs, des dauphins qui revenaient en mer Méditerranée. En fait, dès qu'on arrête de faire subir des pressions trop fortes aux écosystèmes, pour la plupart d'entre eux, ils réussissent vraiment à revenir à un bon état écologique très rapidement. Donc oui, la surpêche, c'est une vraie question. Il faut réussir à mettre tout le monde d'accord au niveau international, et ça aussi c'est une vraie question, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins en pêche. Les populations de poissons, elles migrent avec le réchauffement des eaux, elles vont vers des altitudes plus hautes, donc elles quittent les mers chaudes pour aller vers les mers du Nord. Ça pose des vraies questions en termes de sécurité alimentaire, et on a de plus en plus de modèles qui permettent de mieux contrôler, de changer un petit peu les approches des pêches, mais c'est aussi tout un secteur à réinventer, de l'engin de pêche jusqu'à la pratique, jusqu'à même la vision de la ressource qui est importante. Je viens de se dire qu'on nourrit du poisson d'élevage avec du poisson sauvage, ça paraît un peu aberrant, et je pense que quand on parle de changement systémique, c'est aussi de ce genre de choses dont on parle en fait, remettre les pieds sur le sol et plus sur le plafond, quoi. Jérôme Bella, bonjour. Donc vous êtes directeur général et cofondateur de Removal. Et alors, si on fait, je vais peut-être faire une petite passerelle un peu rapide, mais vous êtes un petit peu entre Christian et Sabine, c'est-à-dire que vous êtes à la fois en lien avec les entreprises et aussi ceux qui font les projets. Vous pouvez nous détailler ça un petit peu ? Oui. Alors effectivement, notre rôle, c'est d'être à la fois un conseil pour des développeurs de projets et en fait un co-développeur de projets, puisqu'on les accompagne en fait dans le design, la certification des projets. Et aussi, notre rôle, c'est de leur apporter des financements. Et donc, pour obtenir ces financements, on va venir s'adresser à un certain nombre d'entreprises et d'acteurs financiers, d'investisseurs qui sont engagés sur les sujets climat et, pour certains cas, sur les sujets de la finance bleue,
pour pouvoir orienter des investissements vers des projets effectivement de préservation ou de restauration des écosystèmes marins. Pourquoi ils sont intéressés, ces entreprises, par ce genre de projet ? Ils ont, voilà, Alors, c'est des investissements qu'ils veulent notre, faire. C'est quoi un petit peu leur logique ? Nous, notre levier, c'est la finance carbone. Donc, du coup, je vais peut-être un petit peu expliquer comment ça fonctionne. Mais il y a deux intérêts. Il y a le fait de pouvoir soutenir des projets climat qui vont pouvoir s'intégrer dans une démarche de contribution carbone. Et à côté de ça, il y a tous les co-bénéfices que peuvent apporter les projets, qui sont hyper importants, que ce soit en termes de biodiversité ou alors de subsistance pour les populations locales. Vous l'expliquiez tout à l'heure, l'océan, c'est une des premières ressources finalement pour toutes les populations qui habitent dans les milieux côtiers et qui vivent des ressources de la mer et de l'océan. Et donc, c'est des projets qui sont très riches en termes d'impact. Et c'est ça aussi que les entreprises et les investisseurs recherchent. Enfin, comme vous l'avez expliqué, c'est vraiment l'impact qui est au cœur de leur démarche. Vous voulez qu'on projette Ouais, alors oui, on peut mettre les parti, petits slides. les gars, Alors, on y va. je suis désolé, je suis le seul à avoir des slides. Bah non, je pas du pensais tout, que, non, mais au je pensais contraire. que on tout a le été un monde peu en aurait. timide, nous, mais finalement, non, c'est une très bonne chose. Et j'espère que ça va pas être trop ennuyeux. Donc nous, en fait, notre levier, c'est donc la finance carbone. Donc on est à la fois un co-développeur et un investisseur dans des projets de finance carbone. Désolé, en plus je vous fais tous déplacer, donc c'est pas hyper cool. Donc nous on intervient sur le marché carbone volontaire. C'est petit, madame, mais je vais expliquer, comme ça vous n'allez pas avoir à trop vous faire mal aux yeux. Donc nous on intervient sur le marché carbone volontaire. Juste en 2 mots, le marché carbone volontaire, c'est un marché qui se distingue des marchés carbone réglementaires. Il y a plein de marchés carbone réglementaires maintenant dans tous les pays du monde, avec différents systèmes qu'on appelle de cap and trade, ou alors il y a des mécanismes de taxation carbone, qui sont des mécanismes réglementaires mis en place par les États. D'où on n'intervient pas sur ces marchés-là, on intervient sur un marché volontaire, donc qui en fait concerne des entreprises, des collectivités, des acteurs publics, enfin voilà, tout type d'acteurs publics ou privés qui souhaitent s'engager pour le climat et financer des projets de contribution carbone. Et donc ces projets, c'est des projets qui sont certifiés par des standards internationaux. Le plus connu et celui qui a permis à la finance carbone de se développer, c'est le fameux Clean Development Mechanism des Nations Unies, qui a été mis en place dans le cadre du protocole de Kyoto il y a plus de 15 ans. Et après, il y a des standards internationaux qui se sont développés, dont les 2 plus connus sont le VCS, le Verified Carbon Standard, et le Gold Standard. Voilà, et donc c'est des projets qui vont être certifiés par ces organismes de certification, qui vont ensuite être audités par des auditeurs indépendants qui sont accrédités auprès des standards et qui vont permettre de mesurer la réduction ou la séquestration du carbone dans les projets. Et donc ces entreprises, ces acteurs vont pouvoir financer ces projets en faisant l'acquisition de crédits carbone certifiés par ces organisations. Voilà, Tout ça est vraiment très réglementé. On ne peut pas présenter un projet s'il n'est pas tamponné, s'il n'est pas labellisé. En fait, il y a une espèce de cercle réglementaire qui se crée autour de ces projets. Alors en fait, on est sur un marché qui est volontaire, mais pour autant, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont de plus en plus encadrées depuis 15 ans. Et aujourd'hui, les acteurs qui veulent faire une démarche de contribution carbone sérieuse vont uniquement avoir recours à ces projets qui sont certifiés par les organismes les plus reconnus au niveau international. Il y a un code de bonne pratique qui existe aussi sur le marché, qui est proposé par l'ICROA, qui est l'association internationale qui définit les codes de bonne pratique sur ce marché. Et aussi au niveau réglementaire, il y a effectivement un certain nombre d'éléments qui viennent encadrer cette démarche. Notamment en France, dans le cadre de la loi climat et résilience, il y a tout un volet sur l'encadrement de ce que les entreprises peuvent revendiquer en termes de démarche de neutralité carbone ou pas, comment, avec quel type de projet, et notamment avec ces projets. Donc voilà, des projets qui ne sont pas certifiés ne peuvent pas être utilisés pour communiquer sur son engagement en matière de contribution carbone. Est-ce qu'on peut identifier un profil type d'entreprise volontaire qui aura cette démarche? Ouais, alors vous m'avez demandé des noms, comme tout à l'heure. Alors mon Dieu, des noms. Donc voilà, là c'est quelques exemples. Alors c'est très large. Mais alors on va commencer la liste, on a une petite demi-heure devant nous, c'est parti. Non, je vais en prendre que 2, mais en fait il y a 2 types d'engagements. Il y a des engagements de neutralité carbone et il y a des engagements en faveur de l'objectif net zéro. Net zéro, c'est-à-dire qu'à horizon de l'objectif défini par l'entreprise, qui peut être 2050, mais pour les plus ambitieux, c'est 2040, 2035, voire 2030 pour certains. Le but, c'est de réduire massivement ces émissions, évidemment, mais après de venir séquestrer autant de carbone qu'on a encore d'émissions incompressibles.
Donc voilà, c'est un petit peu les engagements. Et donc c'est ce type d'entreprises-là qui sont engagées dans des démarches de contribution carbone. Donc on retrouve certaines des entreprises que vous avez citées tout à l'heure. Il y a notamment Kering qui a un objectif net zéro émission. Il y a Michelin qui a été cité. Et moi j'ai une petite pensée pour le groupe La Poste avec qui j'ai travaillé pendant longtemps, qui est un des acteurs les plus engagés sur ce sujet depuis très longtemps et qui finance des projets depuis un moment. Alors ce marché, effectivement, il est vraiment très dynamique. Donc c'est un marché qui s'est créé il y a une quinzaine d'années, mais qui est en plein boom depuis quelques années. Et donc ce qu'on voit là sur la petite vignette que je viens d'ajouter, c'est les volumes de crédit carbone utilisés par des entreprises qui souhaitent effectivement contribuer en finançant ces projets. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu en 2021 160 millions de tonnes équivalent CO2 compensées par des entreprises. Alors vous me direz, c'est rien par rapport aux gigatonnes qu'on doit réduire à horizon 2050, mais c'est quand même un marché qui se développe et c'est un mécanisme qui permet d'apporter des financements très importants pour des porteurs de projets qui sont à la fois des associations, des ONG, des social business et qui sont présents sur le terrain, principalement dans les pays du Sud. Ce qu'on voit juste pour finir sur cette petite vignette, c'est qu'il y a à peu près 35-40% de projets qui sont des projets nature-based solutions, parce qu'il y a aussi beaucoup de projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique ou autres, mais il y a aussi beaucoup de projets qui sont des projets de préservation ou de restauration des écosystèmes naturels. Et c'est dans ces projets-là qu'on va retrouver les projets de Blue Carbon dont je vais parler maintenant, même si vous verrez qu'il y a encore assez peu de projets maintenant. Quelques mots sur la taille du marché. Donc, on disait c'est petit en termes de volume, mais c'est un marché qui augmente rapidement et qui a des projections assez fortes. En fait, donc aujourd'hui, le marché il est estimé en 2021 à 1 milliard de dollars, donc c'est déjà quand même pas mal pour financer tous ces projets terrain. Mais on estime qu'à 2050, ce marché va représenter à peu près 100 milliards de dollars. Donc c'est un marché qui va vraiment exploser et donc c'est par an. Et donc ça va pouvoir représenter des sources de financement. Là, je vois Christian, vous mettez vos lunettes, donc ça commence à vous intéresser. Mais ça intéresse de plus en plus les investisseurs. Et c'est bien parce que ça permet encore une fois d'apporter des revenus à des projets qui... C'est un micro qui est tombé. Donc voilà, et donc ce marché se développe parce que la demande augmente et parce que les prix des crédits carbone augmentent. Alors on disait souvent le prix des crédits carbone est trop bas, ça ne permet pas de financer les projets. Là, ce qui est intéressant, c'est que les prix des crédits carbone augmentent et donc ça génère maintenant des revenus qui sont de plus en plus intéressants pour les développeurs de projets et qui permettent de créer des nouveaux projets additionnels, notamment pour la préservation des océans. Voilà, donc pour atteindre l'objectif net zéro, dernier point sur cette petite slide, c'est que même si le marché se développe beaucoup, en fait le gap entre les projets existants et les projets dont on aura besoin pour répondre à la demande à horizon 2050, il est énorme. Et en fait, il faut développer énormément de projets pour générer 50 à 100 fois plus de crédits carbone pour répondre à la demande à horizon 2050. Aujourd'hui, combien de projets sont certifiés ? Alors depuis le début du marché, alors en fait là on rentre un peu dans les aspects un peu techniques, mais les projets sont enregistrés pour une période donnée qui sont définis par les méthodologies carbone, donc c'est ce qu'on appelle la crediting period, qui va varier en fonction des projets, mais pour les projets nature-based, c'est des projets qui sont enregistrés pour une durée de 20 ans. Sur les projets... Et on peut renouveler au bout de 20 ans ou pas, si le même projet ? Oui, alors s'il faut faire une nouvelle demande d'accréditation, il faut retravailler la baseline du projet, il faut montrer que le projet va être encore additionnel. Enfin voilà, c'est assez complexe d'un point de vue méthodo, mais oui, ça peut être sur plus longtemps. Et depuis le début, tout standard confondu, il y a à peu près 6000 projets qui ont été financés dans le monde, donc c'est quand même pas mal, mais il y a besoin d'en faire beaucoup, beaucoup plus. Donc maintenant, si je parle vraiment du Blue Carbon, alors la mise en page elle a un petit peu changé mais c'est pas grave. Le Blue Carbon c'est quoi ? Finalement c'est le carbone qui est stocké dans les écosystèmes marins ou côtiers et donc on va retrouver dans ces écosystèmes les mangroves, les zones de marée, les zones humides et les herbiers marins qui sont répertoriés comme étant par l'UICN dans leur définition comme étant des écosystèmes qui stockent du carbone. Et donc la convention la commission intergouvernementale océanique de l'UNESCO précise aussi que ces écosystèmes marins sont des écosystèmes très productifs en termes de carbone. Vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est un puits de carbone hyper important parce qu'ils ont une très forte capacité à stocker du carbone dans la biomasse. Et donc maintenant, si je fais un petit focus sur les mangroves, parce que c'est les projets qui se développent le plus aujourd'hui dans le marché carbone volontaire, les mangroves, ça représente 15
15,2 millions d'hectares dans le monde, mais c'est des écosystèmes qui sont en danger parce qu'en fait, il y a énormément de pression sur ces écosystèmes en termes de déforestation et dégradation. On parlait du plastique, mais le plastique aussi, c'est un problème énorme pour les mangroves parce qu'en fait, ça vient empêcher le développement, la restauration de la mangrove et la respiration de la mangrove. Et donc, ça vient nuire à la capacité de séquestration du carbone des mangroves, sans parler de tous les autres dommages en termes de biodiversité. Mais donc, il y a une déforestation, une dégradation très forte de ces écosystèmes, alors que les mangroves ont un potentiel de séquestration qui est énorme. Les mangroves, ça stocke 3 à 5 fois plus de carbone que des forêts terrestres, et notamment que les forêts tropicales. Donc concrètement, il y a des projets qui disent quoi par rapport à la mangrove, qui disent on va replanter de la mangrove, on va la protéger, la préserver. Qu'est-ce qu'on fait un exemple précis de projet sur la mangrove? Il y a 2 types de projets. Il y a des projets de préservation. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir préserver un écosystème de mangroves dégradé en mettant en place un certain nombre de pratiques et en créant des parcs naturels, par exemple, qui vont permettre de préserver l'écosystème et progressivement de permettre la régénération. Et puis, il y a des projets de restauration. Donc concrètement, on vient replanter des mangroves. Alors c'est assez complexe parce qu'il faut trouver les bonnes essences, les bonnes espèces. Évidemment, il faut prendre des espèces qui sont adaptées au milieu. Il y a on parlait de la richesse de la biodiversité des écosystèmes marins, mais pour les mangroves, c'est pareil. Il y a plusieurs centaines d'espèces de mangroves qui existent, donc il faut trouver les bonnes espèces, il faut mettre en place des pépinières, il faut trouver les personnes qui savent bien les planter à la bonne saison, au bon moment, de la bonne manière pour qu'elles puissent être restaurées, parce qu'il ne suffit pas de planter, mais il faut que les projets ils soient durables dans le temps. Donc voilà, des projets de restauration. Pardon, est-ce que je peux mentionner juste un projet qui est en lien avec les mangroves, parce qu'en fait, on a approché le problème des mangroves sous notre angle, hein, c'est celui des solutions aux causes principales de la destruction des mangroves, et l'une d'elles, c'est en fait l'élevage des crevettes qui se fait dans des bassins, et elles impactent les mangroves de 2 façons. Soit on détruit les mangroves pour créer ces bassins, et soit en fait l'élevage des crevettes rejette des polluants, que ce soit des antibiotiques ou même des excédents d'aliments, encore une fois, et qui vont détruire les mangroves autour. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi dans une société qui s'appelle Norré, qui est une société norvégienne et espagnole, et qui produit des crevettes sur terre, donc hors mer, dans un circuit complètement fermé. Et donc avec un bilan en termes de pollution qui est extrêmement positif, en fait pas de pollution, un bilan carbone aussi qui est positif parce que du coup les crevettes ne viennent pas du Vietnam ou de l'Équateur, et produites localement, et en plus, et là, c'est vraiment très important. On rejoint l'aspect économique. Aujourd'hui, la société est déjà capable de produire à un prix qui est compétitif avec les crevettes qu'on trouve dans nos supermarchés. Et donc, elle a vraiment une capacité à substituer à grande échelle les crevettes produites de façon non durable et en détruisant des mangroves à l'autre bout de la planète. Voilà, donc ça vient compléter l'action que vous mentionnez. C'est un super exemple, parce qu'en fait, dans les projets de restauration, évidemment, il y a le fait de replanter, mais il y a aussi le fait de développer des activités connexes qui vont permettre aux populations locales de dégager d'autres sources de revenus, et notamment l'aquaculture durable. C'est un des types de projets qu'on peut mettre en place, et l'exemple des crevettes, c'est un exemple parfait. Il y a aussi la même chose avec les élevages de crabes, par exemple, où il y a des bonnes pratiques et des pratiques durables à mettre en place. Donc ça protège l'érosion des côtes en plus, les mangroves. Alors c'est une super remarque, parce que les mangroves, au-delà de stocker du carbone et d'être un réservoir de biodiversité énorme, d'ailleurs plus de 3000 espèces de poissons vivent dans les écosystèmes de mangroves dans le monde, c'est aussi ça a un rôle énorme d'adaptation au changement climatique. Ça permet de lutter contre l'érosion, ça permet d'atténuer les effets des tempêtes, des tornades, des ouragans. Donc effectivement, c'est un écosystème qui est hyper important à ce niveau-là aussi en termes d'adaptation au changement climatique. 2 derniers points. Donc, alors, la petite difficulté qu'on a, et c'est là où on a besoin finalement des investisseurs, et c'est notre rôle chez Removal, c'est que en fait, le nombre de projets de Blue Carbon actuellement certifiés dans le cadre des standards de certification carbone est assez limité. Aujourd'hui, il y a 6 projets qui génèrent des crédits carbone. Il y a une demande qui est hyper forte. Toutes les entreprises qui ont un lien avec l'océan, par exemple le transport maritime, ou d'autres acteurs qui souhaitent avoir
des impacts positifs en termes de biodiversité océanique souhaitent soutenir ce projet. Il n'y a pas assez de projets. Et 6 projets, et combien dans les cartons, combien dans la file d'attente, on sait ça ou pas? Alors voilà, il y a une dizaine de projets qui sont en cours de certification par Verra, donc qui sont listés par le standard comme étant en cours de développement. Et il y a beaucoup plus de projets qui sont dans les cartons auprès des développeurs. Nous, par exemple, on est en train de travailler sur 12 projets actuellement en cours de développement avec des partenaires locaux. Encore une fois, c'est des ONG, des associations ou des social business dans les pays. Et donc, là, j'ai cité quelques exemples de pays, mais on a un projet qu'on regarde au Togo, on en a un autre au Cameroun, après il y en a d'autres en Asie, on travaille sur la Birmanie, le Bangladesh, et puis aussi évidemment en Amérique centrale et latine, au Mexique et Suriname par exemple. Est-ce qu'il y a des choses en France ? Alors en France, très bonne question. En France, il y a une méthodologie qui est en cours de développement dans le cadre du label bas carbone, qui est un schéma de certification français qui est piloté par le ministère de l'écologie. Et dans le cadre de ce label, il y a une méthodologie qui est en cours de certification par le ministère, donc qui permettra dans quelques mois, de pouvoir certifier des projets dans le cadre du label bas carbone et donc du coup de générer des revenus issus de la finance carbone. Et donc ça va être possible, surtout dans les territoires d'outre-mer où effectivement il y a des zones de mangroves, notamment en Guadeloupe, en Martinique, par exemple. Jérôme, vous nous parlez effectivement de ce système de crédit carbone, de compensation carbone. Et vous, Jérôme, qu'est-ce que vous faites ? Alors nous déjà, notre rôle est vraiment l'ADN de Removal, c'est de développer des projets. Donc c'est le soutien aux développeurs de projets en investissant à leur côté dans tout le process de certification qui est très complexe et aussi très coûteux, et de les accompagner dans l'obtention des financements pour ces projets, dans les investissements. Donc nous, avec notre équipe, on a la chance d'avoir une petite poche d'investissement qu'on dédie au projet, mais après notre rôle c'est de les aider à passer à l'échelle. Et après je sais que la question c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'entreprise aussi. Au niveau de l'entreprise, donc nous on est une jeune société, donc là on est en train de préparer la première réalisation de notre bilan carbone, et évidemment on va compenser l'intégralité des émissions liées à notre activité en soutenant des projets qui seront définis par les collaborateurs de l'entreprise. Alors peut-être ce sera du blue carbone si on a la chance d'avoir des projets qui ont encore des crédits, parce qu'il faut savoir qu'il y a des projets en développement, mais la certification c'est assez long, ça prend en général 2 à 3 ans avant de générer des crédits carbone. Donc voilà, si on a ce type de projet, je pense que c'est des projets qui plaisent beaucoup pour l'éco-bénéfice en termes de biodiversité pour les populations. Donc peut-être qu'on soutiendra ce type de projet, mais sinon ça pourrait être d'autres types de projets. Est-ce que vous-même vous vous déplacez pour voir ces projets ? Alors oui, forcément, parce que quand on investit sur des projets sur le terrain, le but c'est de sélectionner aussi les bons projets, les bons porteurs de projets, d'être sûr de la pérennité des projets dans le temps. Donc on a effectivement des déplacements sur site. Notre équipe est allée au Sénégal il y a quelques semaines pour un autre type de projet qu'on développe, des projets de foyers de cuisson améliorés en Casamance, mais qui ont un lien avec la mangrove, parce qu'en fait, une des premières causes de déforestation de la mangrove, c'est couper le bois pour faire la cuisson. Donc en fait, les foyers de cuisson améliorés sont un moyen de réduire la pression sur la mangrove. Et donc on a visité aussi un projet carbone de mangrove au Sénégal. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour réduire notre empreinte derrière, en fait ? Ouais, un petit peu, c'est vrai. On essaye de limiter au maximum nos déplacements. Vous n'y allez pas en bateau, j'imagine ? Alors, pas encore. Malheureusement, non, voilà. parce que Évidemment. on aimerait bien, mais c'est vrai que pour faire une visite terrain au Sénégal, y aller en bateau, ça prendrait, je pense, au moins une semaine. Donc voilà, c'est compliqué, mais on essaye évidemment de réduire notre empreinte. On est en train de mettre en place une politique voyage actuellement avec les collaborateurs de l'entreprise. Et donc notre objectif, c'est la priorité, c'est de réduire notre empreinte carbone au mieux. Donc voilà, on essaye de limiter quand même au maximum les déplacements, mais on est quand même obligé d'aller sur le terrain. Et puis après, encore une fois, toutes les émissions résiduelles qu'on ne pourra pas réduire, on va les compenser pour l'entreprise. Et je pense qu'on mettra aussi en place la compensation carbone des émissions de nos collaborateurs en dehors de l'entreprise. Voilà, c'est un petit plus aussi qu'on... Bravo Jérôme. C'est bien, c'est bien. Franchement, pour nous, c'est le minimum. C'est une montrer question de l'exemple. cohérence. Je vais proposer à Anaïs et à Christian de revenir un peu au cœur du jeu. Et puis je vais vous demander à vous, avez-vous des questions à poser à nos interlocuteurs ? Je vais passer le micro, vous levez la main, je vous regarde et hop là, madame, c'est parti. C'est à vous, je vais vous demander votre prénom. Dans le micro.
Bonjour Dominique, Clément. Merci déjà pour le constat et toutes les solutions que vous proposez les uns et les autres. Alors j'ai une question anecdotique à Jérôme, mais comme je travaille beaucoup avec l'Afrique de l'Ouest, quel est votre projet au Togo, ou plus que projet, action? Et à tous, les quatre, quel est pour vous, donc vous avez proposé beaucoup de choses, beaucoup de solutions vertueuses, et quels sont pour vous, chacun, l'ennemi contre quoi vous devez combattre pour pouvoir faire avancer les actions que vous menez? Jérôme, on commence par vous pour la réponse. Alors, du projet. Au Togo, en fait, on a plusieurs projets qui sont en cours de développement. On en a 2 qui sont bien avancés. On a donc un projet de foyer de cuisson amélioré et un projet de restauration de mangroves. Les 2 sont encore une fois super liés parce qu'une des raisons principales de pression sur la mangrove, c'est le fait de venir couper le bois pour pouvoir l'utiliser soit pour la construction des habitations, soit pour la cuisson en fait. Et donc c'est avec un partenaire local qui s'appelle TMSU, et donc c'est un projet pour les mangroves de restauration de mangroves. Alors il faut savoir que le Togo, c'est pas le pays avec la plus grande superficie en termes de mangroves. Il y a d'autres pays qui ont des plus grosses superficies, mais pour autant, c'est donc évidemment sur la région sud du Togo, la région côtière. Il y a quand même une pression qui est assez forte pour les raisons que je viens d'évoquer, l'urbanisation, la construction, le chauffage, et donc le projet, c'est un projet de restauration. Sur la question sur le challenge auquel on doit faire face, moi je dirais le challenge pour nous, il est double. Le premier, c'est que finalement la finance carbone, c'est un mécanisme qui reste assez méconnu, et donc nous, notre rôle pour obtenir des financements, c'est d'aller expliquer à des investisseurs comme la Massif, mais à d'autres, comment ça fonctionne, leur montrer que c'est un marché qui a atteint vraiment une maturité, avec des bonnes pratiques, avec des méthodologies robustes, et puis surtout avec des entreprises qui sont intéressées pour financer les projets, mais on a quand même besoin aussi de financement pour les capex des projets. Je ne vais pas rentrer dans le jargon trop financier, mais voilà, on a besoin de financement. Donc le premier défi, c'est ça, c'est sensibiliser, expliquer comment ça fonctionne et voilà, démontrer que c'est crédible. Bon, l'avantage, c'est qu'on a plein d'exemples de projets qui marchent bien depuis 15 ans. Et donc ça, c'est côté vraiment investissement et développement. Et l'autre challenge, côté plus entreprise et engagement corporate, donc d'entreprises qui viennent acheter des crédits carbone de ces projets, c'est de trouver un bon équilibre entre la volonté de valoriser cet engagement en matière de communication et pas aller trop loin et parfois pas friser le greenwashing. Parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même des abus sur la compensation carbone avec des communications peut-être un petit peu trop pushy sur la neutralité carbone dans certains secteurs. Et ça peut avoir un effet contre-productif, c'est-à-dire que les gens disent « Ah non, compensation carbone égale greenwashing », alors qu'en fait, derrière, il y a des super projets avec des certifications super rigoureuses, des audits par des vérificateurs externes qui sont super poussés. Enfin voilà, c'est quand même des projets qui sont super, qui ont des co-bénéfices gigantesques pour les populations et les écosystèmes. Et donc voilà, il faut pas aller trop loin dans la communication, sinon ça peut décrédibiliser la démarche, quoi. Sabine, quels sont les freins à lever ou les ennemis à contourner dans cette finance? Je dirais il y en a 2. Alors d'abord le pessimisme, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut rester optimiste pour continuer à faire des choses. Donc ça c'est le premier ennemi, je dirais. Et le deuxième c'est la réglementation. Il y a du plus et il y a du moins. Ça pourrait être mieux. On pourrait être encouragé, nous en tant qu'investisseurs, on a beaucoup de règles à respecter, à investir dans tout ce qui est sur finance bleue, finance verte. Aujourd'hui c'est pas le cas. Et ça c'est un premier point, je dirais un manque en termes de réglementation. Et de l'autre côté, on a aujourd'hui une avalanche réglementaire sur tous les sujets de finance durable. Et parfois, il ne faudrait pas qu'on passe plus de temps à faire les rapports, tout ce qu'on a à faire, plutôt qu'à vraiment être acteur, à financer des projets. Voilà, c'est... Donc, moins de démarches administratives, être plus les mains dans le cambouis, c'est un peu ça l'idée? Oui. Et puis, pourquoi pas une réglementation plus favorable aussi sur les projets verts, bleus. Donc là, pour le coup, c'est politique, tout ça. C'est où tout à fait. Oui, c'est pas forcément que dans nos mains. Tout à fait. Une autre question peut-être dans l'assistance, par ici.
Merci, Manon, de l'entreprise Kinomé. Moi, j'avais une question pour vos intervenants qui investissent dans des entreprises ou des projets. Et on a un petit peu évoqué tout à l'heure avec le sujet des mangroves, le sujet des populations. Et je voulais savoir, au-delà de l'impact environnemental, qui est évidemment la priorité, qu'en est-il de l'impact social de ces projets-là et de la répercussion des projets de conservation et des projets qui vont changer la façon dont on va utiliser les océans ou dont on va pêcher sur les communautés de pêcheurs, les communautés côtières, toutes les populations humaines qui vont forcément être affectées par ces changements de pratiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est analysé, valorisé d'une façon ou d'une autre, ou est-ce que c'est un peu un angle mort de la finance bleue aujourd'hui, selon vous ? Alors, à qui va s'y coller? Christian, répondez à la question. Je pense que Jérôme quand même pourrait intervenir, mais moi je peux... Vous parlez des crevettes, oui, tout à fait. des saumons, des gens qui bossent. En fait, quand je parlais d'impact systémique tout à l'heure, donc l'impact systémique, on peut le définir de différentes façons, mais on ne peut pas avoir un impact systémique positif sur l'environnement avoir un impact positif sur l'environnement et avoir un impact négatif sur les communautés et appeler ça un impact systémique. Donc quand je disais impact systémique, c'est vraiment en fait on essaie d'avoir une vue à 360 degrés et c'est pour ça qu'on a développé en fait et quand je dis on, c'est nous d'abord, le SWEN et le fonds Blue Ocean dans un premier temps, mais ensuite on a travaillé avec l'écosystème de mondial en fait des incubateurs, des accélérateurs, avec une association, une coalition qui s'appelle 1000 Ocean Startups, donc on a développé une méthodologie de mesure de l'impact pour tous ceux qui investissent dans les innovations pour la régénération de la santé de l'océan. Et donc ça a été lancé aux Nations Unies en juin, à la conférence des Nations Unies pour l'océan à Lisbonne. Donc voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui, on espère, est bien positionné pour être adopté de façon large. Et on a forcément une composante d'impact social dessus. Donc ça fait partie vraiment de la... Vous allez à la rencontre justement de ces populations qui vont être d'une façon ou d'une autre impactées effectivement par ces changements de pratiques. Et Jérôme, peut-être vous les voyez, vous les côtoyez, vous pouvez parler aussi avec ces personnes? En fait, pour répondre à la question, souvent on parle des projets carbone. En fait, la finance carbone, pour nous, c'est un moyen de générer des revenus pour les développeurs de projets et puis finalement pour financer les projets. Et donc souvent on parle des co-bénéfices. Mais au-delà des co-bénéfices, en fait, les populations, c'est le cœur des projets. C'est eux les premiers acteurs du projet. C'est eux qui vont être formés, qui vont restaurer, dans le cas des mangroves, qui vont restaurer les écosystèmes. Et derrière, c'est eux qui vont être engagés dans toutes les actions autour du projet. Et en fait, le projet, il est, si on n'arrive pas à impliquer et à faire que les communautés locales s'approprient le projet, en fait, les projets ont très peu de chances de succès. Donc, c'est eux qui sont au cœur de notre projet, qui sont les acteurs du projet, qui font les activités de restauration et qui derrière vont aussi devoir faire évoluer leurs pratiques. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des activités génératrices de revenus autour des projets, parce que c'est hyper important. Si on veut qu'il y ait un changement de pratique, il faut que les populations aussi trouvent d'autres moyens de subsistance ou de diversifier leurs revenus. Notamment pour, par exemple, les mangroves qui sont coupées pour la construction. Donc ça, c'est des personnes qui finalement vont couper le bois et qui vont vendre le bois à des charpentiers, par exemple. Là, il faut qu'ils puissent avoir d'autres types d'activités. Donc le projet, c'est vraiment le but, c'est de construire le projet avec eux et de leur trouver ensemble d'autres activités génératrices de revenus qui vont faire que la pression autour du projet va s'arrêter, sinon le projet ne sera pas durable. Je vais prolonger un tout petit peu la question en me tournant vers Naïs. Est-ce qu'effectivement la plateforme Océan Climat prend en compte l'aspect population, notamment sur les littoraux, dans tout le bouleversement que l'océan subit en ce moment? Oui, tout à fait. Déjà, c'est vrai qu'on héberge pas mal de solutions. On a une centaine de membres au sein de la plateforme. Ils sont répartis un petit peu partout dans le monde. Il y a pas mal de Français, mais on a des gens en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en Amérique du Sud. Enfin voilà, des projets qui sont implantés un petit peu partout. Et c'est vrai que nous, notre approche, quand on parle d'océan, de climat et de biodiversité, c'est de lier la science, la politique et la société.
et de lier l'océan, le climat et la biodiversité. Donc c'est une vaste tâche, c'est pas toujours facile d'expliquer clairement ce qu'on fait, mais l'idée c'est voilà, d'avoir cette approche systémique et du coup de prendre en considération tous ces paramètres-là. Et comme le disait Christian, quand on parle de développement durable, l'aspect social est fondamental dans le développement durable. Il y a évidemment les questions environnementales, mais la question du social est au cœur de tout ça. Et un projet qui viendrait restaurer un écosystème, mais priver, par exemple, une population d'accès à une partie de son territoire ou à une de ses activités historiques ou fondamentales, ça ne peut pas fonctionner. Et de manière plus globale, au-delà même de ce qu'on porte au sein de la plateforme Océan et Climat, c'est une question qui intéresse aussi de plus en plus les scientifiques. Aujourd'hui, il y a des vrais levées de boucliers pour que les sciences locales, indigènes, comme on dit indigenous knowledge en anglais, elles soient vraiment intégrées dans les rapports, dans les processus de création scientifique. Donc l'idée, c'est de sortir un peu de l'académisme. On en a besoin de la science académique, mais de savoir aussi s'inspirer des pratiques des populations locales qui, en fait, font des choses et maintiennent des écosystèmes en excellente santé depuis des centaines d'années, voire des millénaires. Donc aujourd'hui, voilà, il y a ces vrais enjeux aussi dans la communauté scientifique d'ouvrir un petit peu ce concept de connaissance, d'arrêter de le concevoir comme quelque chose d'un peu rigide, parfois un peu poussiéreux, et de mixer du coup ce que disent les sciences fondamentales, les sciences sociales, pour réussir à vraiment atteindre cette logique de durabilité et de développement pérenne, résilient. Il nous reste 15 minutes pour encore quelques questions. Et donc 1, 2, 3 à peu près. On verra si on a un petit peu de bonus. Hop. Bonjour Gaëlle. Une petite question par rapport aux crédits carbone qui sont donnés aux entreprises. Vous avez parlé d'audit tout à l'heure. Imaginons que vous financez un projet de restauration d'une mangrove et la mangrove, quelques années plus tard, est détruite justement pour du chauffage, etc. Est-ce qu'on reprend les crédits carbone des entreprises ? Comment ça se passe ? Alors, merci pour cette question. Alors déjà, on ne donne pas les crédits carbone aux entreprises, elles les achètent. Et c'est ça qui permet de générer des revenus qui vont financer les projets. Alors là, je rentre un petit peu dans les concepts techniques, mais c'est votre question. En fait, quand vous faites certifier un projet forestier de toute nature, parce que finalement les projets de mangrove c'est quand même des méthodologies forestières qui s'appliquent. Vous avez dans les méthodologies ce qu'on appelle un buffer pool. Donc en fait, si par exemple un projet de restauration de mangrove, donc il va être audité dans le temps, déjà les crédits carbone qui sont générés, c'est des crédits qui sont ex post, c'est pas des crédits ex ante. Donc on va venir calculer le carbone qui a été effectivement séquestré dans le projet dans les années passées. C'est pas des projections sur les crédits carbone qui seront, enfin sur le potentiel de séquestration du carbone dans le futur. Donc c'est des réductions qui ont été constatées. Après, ça pose la question de la permanence. Est-ce que le carbone il est séquestré durablement dans le temps? Et donc pour ça, dans les méthodos, il y a ce qu'on appelle des buffer pools. Et donc c'est-à-dire que si un projet, par exemple, permet de séquestrer 100 tonnes de carbone, vous allez avoir, dans le cadre de la méthodo, un buffer de, en général, 10 à 20%. Alors ça dépend des projets, des méthodos, etc., des hypothèses qu'on retient. Et donc chaque année, si vous pourriez émettre 100 crédits carbone, vous allez décompter un buffer de 20%, qui sert justement à prévenir dans le futur des éventuels aléas, qui peuvent être des aléas climatiques ou anthropiques. Il peut y avoir d'autres sources de pression, il peut y avoir des ouragans, il peut y avoir des incendies, il peut y avoir plein de choses. Et donc c'est ce système de buffer qui, au niveau global des projets, permet de garantir la pérennité du système. Voilà. Une autre question, c'était par ici je crois. Oui, bonjour à tous. Donc Sarah, je travaille en finance durable et ma question c'était dans quelle mesure vous pensez que la finance bleue peut permettre en fait de faire bouger les choses dans le secteur traditionnel de la pêche. Donc on a peut-être tous en tête le documentaire Choc Seaspiracy sur Netflix, qui a été très décrié à bien des égards sur le rôle en fait des acteurs traditionnels de la pêche dans la dégradation des océans. Dans quelle mesure vous pensez, alors je sais pas si forcément ça se situe à votre niveau, mais que qu'il s'agit d'une priorité de faire évoluer les choses dans ce domaine-là et comment la finance bleue peut y contribuer. Merci beaucoup. Qui veut s'attaquer à une réponse? Christian? Nous, on a un des trois piliers de nos stratégies, c'est d'essayer de trouver des solutions à la surpêche. Donc,
donc répondre aux enjeux qui sont posés notamment par Seaspiracy. On a 2 angles pour ça, c'est pas forcément les seuls, il faut certainement d'autres leviers, hein, c'est quand même un problème systémique, donc il y a d'autres leviers, mais les 2 leviers qu'on a, c'est apporter directement, en fait, soutenir des technologies qui viennent rendre la pêche plus durable, hein, donc ça peut être, par exemple, un des problèmes de la... je vais reprendre l'exemple de Noret, donc, qui produit des crevettes sur Terre. Ce qu'elle vient substituer, c'est les crevettes cultivées, notamment sur des terrains de mangrove, mais aussi de la pêche. Et la pêche de la crevette, c'est une des plus destructrices au monde, hein, puisque le niveau de pêche accessoire de bycatch, ça peut être 6 à 10 pour 1. C'est-à-dire pour 1 kilo de crevettes pêchées, on va pêcher inutilement 6 kilos, 10 kilos d'autres poissons qui sont rejetés en mer et donc tués pour rien. Si on trouve une alternative qui est compétitive à ça, c'est une partie de la solution. On a aussi des solutions plus directes. Donc en fait, c'est plutôt un 3e volet. Ça, c'est de la substitution. On a aussi des techniques plus sélectives. Donc ça peut être, il y a des systèmes avec des lumières, par exemple, qui permettent de repousser certains poissons, d'en attirer d'autres, qui sont placés sur les chaluts, hein, et qui vont réduire la pêche accessoire. Il y a des systèmes sélectifs avec, par exemple, des caméras sous-marines aussi qui sont placées au niveau des pêches, qui permettent de voir ce qu'on pêche, parce que les pêcheurs ne voient pas ce qu'ils pêchent. Et puis avec des systèmes d'échappement. Donc on regarde, ça fait des années qu'on regarde ce type de solution. On n'a pas encore investi, mais on suit ça de très très près. Il peut y avoir des solutions de ce point de vue-là. Et le 3e volet, donc le premier c'était la substitution, le 2e c'est des technologies et des techniques plus durables. Le 3e volet, en fait, c'est les données. Les données qui permettent de mieux gérer. Donc, par exemple, ça peut être une constellation de drones marins ou autres qui vont permettre de mieux connaître les stocks et du coup mieux les gérer, donc répondre à la surpêche. Mais ça peut être aussi des données qui permettent de mieux rendre, en fait, de rendre redevables les acteurs du secteur. Et on a investi notamment dans une société qui s'appelle Naturematrix, qui est une société anglaise qui déploie ce qu'on appelle l'eDNA, l'ADN environnemental, qui est une technologie de mesure de l'ADN dans l'eau notamment, qui permet de mesurer la biodiversité. Et elle le fait d'une façon, en fait, qui est très simple. Enfin, la technologie est très complexe, mais la mise en œuvre est très simple, très peu onéreuse. Ça coûte quelques centaines d'euros pour, dans un échantillon, pouvoir mesurer toute la vie, en fait, détecter toute la vie, de la bactérie à la baleine bleue. C'est absolument incroyable. D'ailleurs, c'est un outil qui peut être utile pour les certifications carbone. Et ça, en fait, voilà, et un coût qui défie toute concurrence par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent. Les mesures de biodiversité, c'est des scientifiques qu'on envoie et qui vont compter les poissons qui passent dans un cadre pendant une durée. Enfin, c'est ça qu'on vient compléter comme méthodologie. Et donc, on investit quelque part dans une technologie pour la démocratisation de la mesure de la biodiversité. Et ça paraît, c'est des grands mots, mais en fait, ça peut avoir un impact énorme, parce que finalement, ça veut dire, si ça marche, hein, c'est de la transparence, et du coup, c'est de la redevabilité. Et donc, c'est vraiment le cœur de ce qui vient, en fait, des problèmes. Ça vient répondre au cœur des problématiques soulevées par Seaspiracy. C'est qu'aujourd'hui, l'océan, c'est le Far West. Et donc, on fait ce qu'on veut. Mais s'il y a de la redevabilité, là, on peut commencer à vraiment changer les choses profondément. Ça répond à la question ? Oui, en fait, merci beaucoup. Mais je me demandais quels sont les moyens de pression autour des acteurs traditionnels. Je me demandais par rapport aux acteurs traditionnels, voilà, est-ce que la finance bleue, je ne sais pas, en les finançant directement, enfin, je ne sais pas à quel stade est la réglementation, mais quels sont les moyens pour faire bouger les choses du côté du secteur tel qu'il existe à présent, parce qu'effectivement votre contribution est bénéfique à bien des égards par rapport à de nouveaux projets ou des investissements dans des technologies disruptives, mais par rapport en attendant peut-être que ça... Alors il faut voir la dynamique, il y a plusieurs leviers, je disais, donc l'innovation c'est un des leviers, c'est apporter des solutions pour que les entreprises qui sont dans le secteur, notamment celles qui font de la pêche, hein, soient plus durables. Mais évidemment, il y a aussi d'autres leviers. Donc, ça peut être par l'investissement, donc investir dans les acteurs qui sont les plus vertueux, donc ce que mentionnait Sabine de la Massif. Et puis, il y a les réglementations, et puis il y a les standards.
des standards type MSC, donc Marine Stewardship Council, qui certifie qu'une pêche est faite de façon durable en respectant des quotas. Et donc tout ça, c'est des vecteurs de pression par le financement, par la réglementation, par les standards, donc par les consommateurs indirectement. Et ça, c'est vrai que c'est absolument fondamental. Mais après, pour que les acteurs, donc les entreprises de pêche, puissent répondre positivement, il faut qu'elles aient, voilà, il faut une prise de conscience, il faut des bons comportements, mais aussi des solutions technologiques. Donc en fait, il faut l'autre volet aussi. Donc finalement, il faut voir ça comme un peu les deux côtés de la tenaille. Donc c'est à ça qu'on travaille, c'est mettre notre système en tenaille pour qu'il se transforme. Sabine, c'est aussi un petit peu le sens de la réflexion à la Massif. Oui, tout à fait. En tant qu'investisseur, on est aussi actionnaire et on peut dialoguer avec les entreprises. On doit voter. Et effectivement, c'est un levier d'action sur certaines entreprises qui auraient des comportements peu vertueux sur le sujet. Oui, tout à fait. C'est une possibilité. Oui. D'autres questions? N'hésitez pas à lever la main ou le bras. Il n'y en a plus? Si. Bonjour Étienne, j'avais une question pour Anaïs plus particulièrement. Déjà merci beaucoup pour votre intervention. C'était sur le rôle précis de la plateforme Océan et Climat, avec quel type d'acteurs vous intervenez? Est-ce que vous faites des dossiers de recommandation ou vous intervenez auprès de l'ONU? Je veux savoir un petit peu ce que vous faisiez et voilà, pourquoi vous luttez, avec quel type d'acteurs? Oui, c'est vrai que... merci pour cette question. Je n'ai pas vraiment présenté tout ça. Je vais vous la faire courte. Donc, la plateforme Océan et Climat, comme je le disais, on est un réseau multi-acteurs d'une centaine d'organisations. Initialement, beaucoup des ONG et des scientifiques qui, en fait, ont fait une coalition spontanée juste avant la COP21, quand ils ont eu accès au préambule de l'accord de Paris et qu'ils se sont rendus compte que l'océan n'y était même pas mentionné. Et là, ils se sont dit, c'est pas possible, ça se passe à domicile, à Paris, on va bouger la Terre entière pour que l'océan soit dans le préambule, et qu'à partir de là, les États, puisque c'est les États qui sont signataires de l'accord de Paris, prennent des mesures de protection de l'océan dans leur stratégie d'atténuation et d'adaptation. Du coup, cette poignée d'une quinzaine d'acteurs, il y avait le secteur économique, les aquariums, les scientifiques, les ONG, dont Surfrider, dont Ifremer, dont plein d'acteurs qui ont été mentionnés aujourd'hui, qui se sont réunis, qui ont fait un tintouin pas possible, qui ont monté des recommandations politiques et qui les ont portées et qui, grâce au portage notamment de la France, ont réussi à intégrer l'océan dans le préambule. Et puis ensuite, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait un monde à combler puisque personne ne parlait de l'océan dans le climat et qu'il y avait tout à faire. Et du coup, ils ont décidé d'en faire une vraie association et au fur et à mesure... de plus en plus de monde nous rejoint. Et du coup, oui, on travaille en effet au niveau des Nations Unies, donc plus spécifiquement sur la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Là, on commence à se mettre sur la convention sur la diversité biologique, qui est un peu moins connue. L'idée, ça va être de parler d'océan dans les négociations climatiques, de parler de climat dans les négociations sur la biodiversité, et de faire en sorte que, en fait, dans tout ce multilatéralisme, toutes ces négociations internationales, on comprenne l'interconnectivité entre tout ça, et que justement on pense à cette approche systémique pour développer des politiques qui vont être pérennes. Et du coup, grâce à l'expertise de nos membres, on développe tout un tas de choses, des recommandations politiques qu'on porte au niveau de la France et au niveau des Nations Unies. Et on développe aussi, on est relecteur des rapports du GIEC sur les parties océans, donc on mobilise nos membres et leur expertise pour faire des commentaires. Et on est là aussi pour traduire ce que dit la science auprès des décideurs. Parce que voilà, les décideurs n'ont pas de formation en océano généralement, donc il faut bien pouvoir leur expliquer dans des mots qui soient un peu compréhensibles. Dernière question, et après c'est fini. Je pense que c'est un bon timing, parce que ce que vous dites exactement, il y a des convergences partout. Donc je suis ravie d'apprendre que l'océan, il fait partie des discussions. Je pense qu'il y a océan et santé aussi, parce qu'on parle beaucoup des algues, on parle de propriété. Et j'aurais ajouté même si vous faites océan et énergie, parce qu'on parle beaucoup énergie, mais je pense que ça fait aussi partie des discussions. Moi, j'essaie de promouvoir santé, parce que santé et climat, pour moi, c'est une liaison absolue. On a vu avec la pandémie très clairement plusieurs fois. Mais océan et santé aussi, et océan énergie. Merci. Oui, tout à fait. Ça fait partie des sujets qu'on porte. En fait, il y en a tellement que si je devais faire une liste, je pense que tout le monde piquerait un petit somme. Mais en effet, santé, énergie, tout ça, en fait, tout est lié de toute façon. Tout est lié, ouais.
piquer un somme. Voilà ce qu'on va faire après cette session. Merci beaucoup à tous, aux 4 intervenants pour leur participation, leur côté. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement concret. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis, merci à vous pour vos questions qui sont super intéressantes, qui ont fait aussi avancer un peu le schmilblick. Donc, merci à tous et bonne suite de journée.